Ici au tribunal militaire, c'est le deuxième jour des 2 jours d'audience consacrés à l'affaire Martinez-Zogo en ce début de mois de janvier 2026. À l'heure où je vous parle, c'est l'ancienne chef de la division de la surveillance électronique qui est devant la barre. En effet, le tribunal militaire voudrait comprendre avec les témoins de la DGRE comment cette institution aura fonctionné, notamment dans le cadre de l'affaire relative à l'assassinat de Martinez-Zogo. Avant que c'est le commissaire divisionnaire James Elonglobe qui est resté devant le tribunal ici hier jusqu'à minuit pour déposer au sujet toujours du fonctionnement de la DGRE. On a donc pu apprendre par son témoignage que la mission qui a consisté à traquer, enlever et torturer Martinez-Zogo jusqu'à sa mort était une mission en réalité non officielle. Il a apporté pour cela un certain nombre d'éléments en expliquant notamment que la fiche pour conduire une telle opération n'a pas été soumise à la hiérarchie et lui, en tant qu'ancien directeur des opérations, a notamment pointé le lieutenant-colonel Justin Danoué qu'il avait remplacé en estimant qu'on ne pouvait pas, par exemple, créer un groupe WhatsApp sans que le patron de la DGRE n'en fasse partie. Il a aussi noté le fait que 17 jours de mission pour ce commando, pour traquer Martinez-Zogo. Où l'argent a-t-il été trouvé? S'est-il interrogé? Il en a conclu que ce n'était pas dans les caisses de la DGRE que cet argent est sorti. Un moment fort lors de ce passage devant la barre du commissaire James Elonglobe a été son échange avec le maréchal de logis Godje, à qui il a dit « Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu es venu me voir en me disant que tu n'avais plus envie de faire partie des opérations. Ce que j'ai fait, je t'ai fait affecter à Marois et je suis très surpris de voir que tu te retrouves dans cette opération qui n'avait rien d'officiel. » Cette audience devrait se poursuivre jusque tard dans la nuit avant que le tribunal militaire ne donne un nouveau calendrier, ce qui devrait introduire des jours supplémentaires dans le procès Martinez-Zogo pour aller un peu plus vite dans cette affaire. Depuis le tribunal militaire, pour Equinox Télévision, Rodrigue Ngassi, Guy Zogo. Mais en tout cas, pour moi, en 42 ans de métier, c'est la première fois que je vois ça. Ce jeudi à la cour d'appel du centre, la justice n'a pas seulement été lente, elle a été prise en otage. En pleine audience, 2 avocats ont transformé une procédure judiciaire en scène de désordre, frôlant l'obstruction assumée. Un avocat recusant un tribunal séance tenante, un autre, pourtant avocat de la partie civile, empêchant ouvertement les avocats de la défense de plaider. Le spectacle indigne d'une juridiction d'appel s'est déroulé sous les regards médusés d'un public nombreux. Maître Calvin Job et Claude Assira ont à tour de rôle multiplié les manœuvres de perturbation manifestement destinées à enrayer le cours normal des débats. Plus troublant encore, bien que la partie civile et le civilement responsable soient censés s'affronter dans ce procès, leurs conseils ont subitement trouvé un terrain d'entente. Non pas pour éclairer la cour, mais pour freiner la procédure et affaiblir les positions de certains accusés. Une convergence d'intérêts qui interroge. Maître Claude Assira, déjà débouté à 2 reprises par des tentatives similaires de récusation du même tribunal lors d'un précédent appel, a récidivé. Cette fois, en déposant une nouvelle récusation, hors délai. Une démarche qui confirme l'acharnement procédural et laisse planer un doute sérieux sur l'objectif réel poursuivi. Faire avancer le dossier ou simplement le paralyser. Jusqu'à date, les juges, comme l'a dit le président, n'ont jamais été notifiés d'une demande de récusation. On ne vient pas déposer la demande de récusation nuitamment. Le lendemain, on vient dire, on a déposé une demande hier soir, vous ne pouvez plus connaître l'affaire. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas loyal, ce n'est pas normal. Quant à Maître Calvin Job, avocat de la partie civile, pourtant non directement concerné par cet appel, il s'est imposé comme l'élément le plus bruyant et le plus envahissant de l'audience. Intervention répétée, prise de parole arrachée de force, interruption des confrères de la défense, tout y est passé. Même lorsqu'on lui refusait la parole, il s'imposait, flirtant dangereusement avec l'outrage à magistrat. À force d'insistance, parfois jusqu'au ridicule, qu'il semblait lui-même assumer, il a monopolisé l'attention du président de la Cour, chargé de maintenir l'ordre. C'est la première fois que je vois que dans le cadre d'une demande de mise en liberté, la partie civile fait appel. Quel est l'objet de l'appel de la partie civile? Quel est l'objet? Venir s'opposer à la demande? Ça ne relève pas, n'est-ce pas,
du ministère, de l'avocat intervenant comme partie civile. Résultat, plus de 30 minutes d'audience volontairement perturbée. 15 minutes perdues à examiner une prétendue récusation dont les juges n'avaient même pas été informés au préalable. Une perte de temps judiciaire aux conséquences bien réelles. Car, pendant que certains jouent avec la procédure, des accusés croupissent en détention depuis plus de 34 mois. Dès lors, la question s'impose. Ces agissements relèvent-ils de la recherche de la vérité ou d'une stratégie assumée dans l'isolement? Quel intérêt ont ces acteurs du procès à voir l'appel s'éterniser? Ou faut-il comprendre que leur satisfaction se limite à maintenir coûte que coûte certains prévenus derrière les barreaux? Malgré ce désordre soigneusement entretenu, la Cour a tenu bon. L'audience a pu se poursuivre et a été renvoyée au 15 janvier 2026, date prévue pour les réquisitions du commissaire du gouvernement. Une étape supplémentaire vers la fin d'un appel que certains semblent pourtant déterminés à retarder. Je reconnais, j'ai bien dit que les Camerounais ont renouvelé leur confiance au président Paul Biya. Et je dis bien que l'immense majorité des Camerounais, en renouvelant leur confiance à son excellence, M. Paul Biya, les Camerounais ont refusé de remplacer une grande porte en fer par une petite fenêtre en contreplaqué. C'est ce que j'ai dit. Donc vous savez, l'opposant qui s'est déclaré, n'est-ce pas, vainqueur, pour moi, c'est une petite fenêtre en contreplaqué. Est-ce que vous pensez que les Camerounais vont une porte en fer grande, ouverte, qui porte bonheur à tout le monde? On va accepter de remplacer une grande porte en fer par une petite fenêtre en contreplaqué? Je ne crois pas. Les Camerounais, c'est un peuple souverain. Ils ont donné la victoire au président Paul Biya. Parce que le président Paul Biya, c'est le chef d'État qui maîtrise mieux. En fait, c'est l'assurance. Les Camerounais ont opté pour l'assurance et la continuité dans la transparence